Bonsoir. Donc, je voudrais faire un exposé sur la situation au Niger, plus précisément centré sur les relations entre le pouvoir politique et les autorités traditionnelles au Niger qui intéressent notre réflexion politique. Mais avant cela, je voudrais préciser un certain nombre de points généraux concernant ce pays dont on parle de temps en général quand il y a des attaques djihadistes, mais qui restent peu connues. Il faut savoir que le Niger est l'un des pays les plus pauvres du monde. Parmi les 25 pays les plus pauvres, il est au 6e rang. Ce qui se voit tout de suite quand on arrive à Niamey, quand on circule dans la ville. C'est une ville extrêmement pauvre, avec une population visiblement pauvre. Le salaire minimum est de 50 euros par mois, mais c'est une donnée statistique. Il y a des Nigériens qui vivent avec beaucoup moins que ça. Il y a des zones de pauvreté dans Niamey qui sont très visibles, et l'ensemble du pays également vit dans une grande pauvreté, voire dans la misère. C'est mon deuxième séjour au Niger. L'année dernière, au Mercredi de la Nare, j'avais fait une première conférence pour présenter un voyage d'une dizaine de jours que j'avais fait à peu près entre le 20 octobre et le 1er novembre. Et je suis revenu exactement un an après pour me rendre compte de la situation et pour approfondir cette question relative aux autorités traditionnelles que je n'avais fait qu'apercevoir lors de mon premier séjour. Donc, la situation du Niger est une situation extrêmement difficile à cause de la pauvreté, à cause des tensions également qui règnent dans le pays. Quand j'étais à Niamey, il y avait depuis plusieurs mois une grève des étudiants qui n'avaient pas reçu leur bourse depuis plusieurs mois et qui étaient légitimement en colère. Et le dimanche où j'y étais, le 29 octobre, il y a eu une très grande manifestation à Niamey contre la politique fiscale du gouvernement, avec des attaques de véhicules de police, des policiers blessés, un petit peu de pneus brûlés, ce qui a provoqué un grand émoi dans la ville où la tension était perceptible, en tout cas ce dimanche-là, même si d'ordinaire c'est une ville qui ne connaît pas de tension particulière dans la partie non gouvernementale dans la ville, parce que c'est également, Niamey est une ville qui non seulement vit dans la pauvreté, mais c'est une ville également qui est soumise à la menace terroriste. Je ferai la différence tout à l'heure entre terrorisme et djihadisme, mais il y a une menace terroriste très sérieuse. La plupart des capitales des pays de la région ont été attaquées. Il y a eu des attaques contre les hôtels, il y a eu des attaques contre les restaurants, et dans la partie où justement se rendent les Européens, les restaurants, les hôtels sont devenus de véritables forteresses avec des points de contrôle, comme des portiques de contrôle, etc. Parfois des gardes armés qui surveillent ces points, et le quartier du gouvernement et le quartier des ambassades est également un quartier sous contrôle militaire. Les ambassades sont de véritables forteresses. Donc il y a une ambiance qui n'est pas une ambiance de guerre, mais une ambiance de vigilance très forte, policière et militaire, contre la menace terroriste qui peut survenir d'un moment à l'autre. Et il y a donc cette ambiance parfois tendue à cause des problèmes sociaux qui se posent dans ce pays. En ce qui concerne le terrorisme et le djihadisme, il y a cette menace terroriste, la menace d'attentats, comme nous pouvons en avoir en France, en Europe en général. Et puis il y a la menace djihadiste, c'est-à-dire la menace constituée par des guérillas qui mènent des opérations de type militaire, de guérilla classique, contre les forces armées nigériennes ou contre les forces armées qui sont étrangères, qui sont présentes dans la région et qui menacent notamment les militaires de la force Barkhane qui est basée à Niamey et qui opère sur le Sahel et principalement sur le Mali.
Et l'année dernière, quand je suis arrivé, en 2016, il y avait eu effectivement une attaque contre une prison, une petite attaque, mais c'était une prison qui n'était pas très loin de Niamey, où il y avait des djihadistes qui étaient enfermés, mais qui étaient à 150 km de la frontière du Mali, ce qui supposait tout de même une logistique suffisante de petits véhicules militarisés, de motos, permettant d'attaquer cette prison, non pas pour la prendre, mais pour faire une opération médiatique, car le djihad, comme le terrorisme, ce sont aussi toujours des opérations à perspective médiatique. Il y avait eu un enlèvement d'un médecin américain également, donc il y avait une tension qui était manifeste, et quand j'y suis retourné, il y avait eu une attaque dont la presse française a parlé le 5 octobre dans une région qui est frontalière du Mali, au cours de laquelle des soldats américains des forces spéciales et des soldats nigériens sont tombés dans une embuscade, et il y a eu plusieurs tués. C'était une embuscade montée par à peu près une centaine ou 150 djihadistes venus du Mali. Et le lendemain de mon arrivée, il y a eu l'attaque d'un poste de gendarmerie dans la même région, toute proche du Mali, qui s'est traduit également par un certain nombre de morts, une quinzaine de morts et plusieurs blessés, avec également des pertes du côté des djihadistes. Donc il y a eu donc le 21 octobre une attaque contre une gendarmerie, et avec beaucoup de morts du côté nigérien, et une opération militaire qui a été montée très vite contre cette colonne de djihadistes. On a réussi à détruire un des véhicules ennemis, mais les deux autres ont pu s'échapper, et beaucoup de djihadistes ont pu s'échapper parce que nos forces aériennes, la force Barkhane, les hélicoptères nigériens ne frappent jamais dans les villages où étaient retranchés les véhicules djihadistes pour ne pas faire de victimes civiles. C'est un principe absolu dans les règles d'engagement de l'armée française et de l'armée nigérienne dans ce type de combat. Donc il y a une menace qui vient du Mali, et il y a une menace qui vient du Nigeria. Autant la menace qui vient du Mali est actuellement présente et pressante, autant la menace venant du Nigeria, c'est-à-dire de Boko Haram, s'est atténuée depuis l'année dernière. L'année dernière, il y avait eu une attaque montée par Boko Haram, et qui avait pris la ville de Bosso, à la frontière du Nigeria. Ils avaient pris également, ils avaient tué pas mal de soldats, ils avaient pris beaucoup de véhicules, et ensuite ils s'étaient repliés, mais ça avait été pour eux une victoire importante. Cette année, la situation s'est beaucoup améliorée. Il n'y a plus d'attaques de grande ampleur comme celle de Bosso. Il y a encore des coups de main, des assassinats, mais Boko Haram a perdu beaucoup de ses combattants. Ils sont plus que 1500 dans cette zone de combat, une fraction de Boko Haram qui menace directement le Niger, et ils ne sont plus capables de monter des opérations de grande ampleur. Ils ont perdu beaucoup de combattants, en plus ils se sont divisés, et ils ne sont plus... on se souvient de Boko Haram ici parce qu'il commettait des exactions absolument abominables, encore plus abominables que les autres, mais à la suite de scissions, de conflits internes, ils sont passés sous le contrôle de Daesh, et qui a rationalisé, si l'on peut dire, la violence, les opérations militaires montées contre Boko Haram. Donc ils ont arrêté de tuer des villageois, de voler leur bétail, et ils se comportent à la façon d'une guérilla à peu près normale, mais en ayant perdu beaucoup d'hommes qui sont, et les fractions dont on parle, sont retranchées dans les îles du lac Tchad, d'où elles sont difficiles à extirper. Mais en tout cas, la menace est moins grande que par le passé. Ce qu'on peut retenir de cela, c'est que le djihadisme n'est pas un produit, ou très faiblement un produit du Niger, c'est un produit de la décomposition des États voisins.
Le Tchad a une armée qui tient le coup, ça je ne connais pas bien la question, mais le Mali est un pays qui ne va pas bien du tout, pouvoir faible, divisé, corrompu, énorme taux de chômage, division ethnique parce qu'on méprise, on méprise des Touaregs, absence totale d'autorité traditionnelle, j'y reviendrai. Elles ont été éliminées au moment de la décolonisation. Et donc c'est un pays qui n'a que très peu de structure et qui laisse les djihadistes s'organiser dans de très vastes zones désertiques d'où ils montent des coups de main. Le Nigeria, c'est un peu la même chose, mais en beaucoup plus grand. C'est un pays qui est faiblement gouverné, avec beaucoup d'autonomie ou d'anarchie régionale, avec une armée nigériane qui a commis de très nombreuses exactions. Donc au Niger, à la frontière, vous avez de très grands camps de réfugiés qui ont fui aussi bien Boko Haram que l'armée nigériane. Et les attaques de Boko Haram, le fait que le Nigeria a beaucoup de mal à contenir cette version du djihad, vient du fait justement qu'il y a une crise politique majeure dont on ne voit pas l'issue. Donc c'est une leçon à retenir quant à la lutte contre le djihadisme. Il y a bien sûr les opérations militaires, il y a bien sûr les opérations policières, mais il y a aussi les structures même du pays, la légitimité plus ou moins grande, plus ou moins forte du gouvernement qui entre en ligne de compte et la structuration, le système politique du pays qui permet de refouler ou d'empêcher la propagande de l'islamisme radical de faire son effet. Dernier point sur la situation générale, c'est l'immense question des migrants. La question des migrants a évolué depuis 2016. En 2016, j'avais dit lors de mon exposé que on était dans une situation assez étrange en fait, où il y avait un discours de l'Union européenne, etc., sur la migration qui passe à travers le Niger, sur les passeurs, etc., qui ne correspondait pas vraiment à la réalité, parce que les passeurs, ce n'est pas vraiment ce qu'on imagine, ce n'est pas des gens, il y en a comme ça qui appartiennent à des mafias de passeurs, mais là, en ce qui concerne le Niger, c'est tout le pays qui, en fait, ou une grande partie du pays, qui vivait de la migration. Parce que les migrants qui viennent du Nigeria, qui viennent d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, qui ne viennent pas du Niger lui-même, d'ailleurs j'y reviendrai, ou très peu, ces migrants, ce sont des gens qui ont de l'argent. Ils partent pour un voyage qui dure plusieurs mois. Donc pendant ces mois, il faut qu'ils louent des camions, il faut qu'ils payent des douaniers pour passer les frontières, parce qu'on leur demande quand même des papiers, ils ne les ont pas, donc ils donnent un petit billet. Il faut qu'ils se nourrissent. Et naturellement, ce sont des expéditions, ils passent... On voyait ça l'année dernière dans Niamey, de grands camions avec des hommes dedans qui chantaient tout ça la nuit et qui montaient vers Agadez. Et donc sur la route d'Agadez, à Agadez même, toute une population vivait de la migration. Et comme il n'y a plus de tourisme à cause des événements, à cause de l'insécurité, à cause du djihadisme, eh bien la population avait retrouvé de nouvelles activités avec le commerce qui est engendré par la migration. Donc les marchands de fruits, les marchands d'eau, les restaurants, les voitures, les chauffeurs de camions, etc. Tous ceux qui emmenaient les gens vers Agadez, qui les logeaient à Agadez. Parfois les gens restaient plusieurs mois dans un camp de transit à Agadez, donc ça faisait vivre aussi le pays, tout en créant un certain nombre de problèmes, mais ça faisait vivre le pays. Et ensuite il y avait tous les camions, voitures, etc., qui partaient vers la Libye et vers la mer, d'où ils s'embarquaient dans des conditions impossibles, comme vous le savez. Alors, à Agadez, il y a l'Union européenne. L'Union européenne a un dispositif qui s'appelle ECAP Sahel. Là, on entre dans une bureaucratie très compliquée.
Même les gens de Cap Sahel, parfois, ne s'y reconnaissent pas très très bien dans la bureaucratie très intriquée. Hein. Mais Cap Sahel regardait passer les migrants. Bon. Cette année, des décisions ont été prises parce qu'on s'est un peu inquiété. L'Union européenne a changé de point de vue sur la migration et on a déclaré que eh bien, les migrants, il était interdit d'aller d'Agadez à la mer, en tout cas vers la Libye, en camion, que les conducteurs de camions seraient poursuivis, emprisonnés, etc. Donc, c'est une situation un peu bizarre. Les gens ont le droit d'aller légalement jusqu'à Agadez. C'est au milieu du désert, il n'y a rien à faire, c'est très beau. Mais enfin, pour les touristes, c'est très beau, mais pour les autres, c'est un point d'où il faut partir. Après, c'est interdit. Voilà. Alors, cette année, les gens de l'Union européenne disent que, eh bien justement, la migration a beaucoup régressé, on a obtenu de véritables résultats pour contenir ces flux de migrants, ce qui reste assez discutable, parce qu'en fait, les migrants vont beaucoup moins vers Agadez, mais ils contournent cette ville par le nord ou par le sud, par Zinder notamment, et ils rejoignent la Libye par d'autres points. Ce qui a sans doute bloqué la migration dans une certaine mesure, c'est un accord tout à fait pas diplomatique passé entre les Italiens et les Toubous en Libye pour qu'ils bloquent, peut-être de façon très énergique d'ailleurs, les arrivées de migrants. Donc il y a des actions qui sont légales, qui sont paralégales, où on s'arrange, qui font que on a des résultats statistiques qui sont importants. Mais que faire, que peuvent faire justement les gens qui s'occupaient des migrants, qui vivaient grâce aux migrants et qui en vivaient? Il y a des rapports qui montrent que la population d'Agadez disait on regrette les touristes parce que leurs achats étaient plus diversifiés, hein, mais les migrants nous font vivre mieux que les touristes. Mais c'est fini. Mais on a donc arrêté théoriquement le flux, en tout cas vers Agadez, mais les gens qui vivaient de cela se retrouvent au chômage. Donc, d'où un énorme problème à Agadez et sur toute la route. Problème dont l'Union européenne est censée s'occuper. Ils vont monter des projets, mais on a besoin, quand on est camionneur, de manger tous les jours, hein, et même, si possible, 2 fois par jour. Donc le problème n'est pas résolu et on peut se demander si on ne va pas avoir des conséquences, puisque comme il faut bien vivre, comme souvent dans la région, on se met dans des trafics, même dans les zones djihadistes. Il y a aussi autre chose que la défense des principes sacrés. Il y a aussi le trafic de la drogue, il y a le trafic des armes, il y a le trafic des femmes vers les réseaux de prostitution européens. Donc on peut avoir justement une intensification du banditisme, de la criminalité, et également une intensification des ralliements à des groupes, de petits groupes djihadistes qui sont dans cette région. Voilà pour la situation générale du pays confronté à ces problèmes qui sont complexes et qui sont gérés naturellement par le gouvernement nigérien, mais également par un ensemble d'institutions internationales, d'armées. Il y a bien sûr essentiellement la force Barkhane qui fait un excellent travail et qui permet de maintenir une très très grande cohérence sur le plan militaire. Il y a aussi les États-Unis avec 800 hommes, avec une base de drones qui le monte à Agadez. Il y a quelques Allemands qui sont là également, je crois que c'est Hollande qui avait demandé le concours de l'armée allemande, c'est une centaine de personnes je crois. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui stabilisent la région. Il y a aussi une très importante coopération policière
notamment entre la France et le Niger, qui produit de très bons résultats. On le sait tout simplement parce qu'il n'y a pas eu d'attentat à Niamey depuis plusieurs années. Donc ça, c'est un véritable résultat excellent quand on compare à d'autres capitales de l'Afrique de l'Ouest. Voilà pour ce qui concerne la situation. Alors, le deuxième point qui m'a intéressé pendant ce voyage d'une dizaine de jours, c'est la question de l'islam au Niger. Parce que, quand on est au Niger, d'ailleurs, et qu'on regarde les informations françaises, les débats sur les réseaux sociaux, on voit que la France est sur une autre planète, qu'on parle d'un islam qui est dans les nuées. C'est un pur concept de l'entendement qui a peu à voir avec les réalités. On dit, et depuis très très longtemps, hein, on dit que l'Afrique, par exemple, est noire ou subsaharienne et conquise par l'islam. Bon, l'islam est une vieille affaire dans ce pays. Et on peut l'observer de près. C'est essentiellement un islam de confrérie soufie. Le soufisme est une conception mystique de l'islam répandue partout, que ce soit dans les Balkans, en Asie centrale, en Afrique subsaharienne. Donc, il y a une importance très grande et millénaire, très ancienne, pluricentenaire plutôt, de l'islam soufi. Et effectivement, il y a au Niger 4 grandes confréries. La plus importante, c'est la Tijaniya, qui est une confrérie qui est d'origine algérienne. Et quand je suis allé voir le sultan de Dosso, à 130 km de Niamey, sur la route de Zinder et d'Agadez, on s'est arrêté au retour dans une petite ville qui s'appelle Kiota et qui est la ville de l'amitié. Et c'est la ville sainte de cette confrérie pour le Niger, également pour le Nigeria. Et il y a là mosquée, des lieux saints, une université qui est reliée à l'université El-Azhar. Donc c'est pas parce qu'on est en Afrique, au bord du désert, qu'on est loin de tout. L'Afrique a toujours été reliée à tous les grands courants d'échanges, aussi bien commerciaux qu'intellectuels et spirituels du monde, et notamment du monde, ce qu'on appelle, entre guillemets, le monde musulman. Donc, et également le monde politique, le sultan de l'Aïr est relié, c'est un récit fondateur qui relie le sultan de l'Aïr dès avant la prise de Constantinople par les Ottomans au sultan ottoman. Et on les appelle, on rappelle toujours qu'ils sont de cette lignée-là. Donc, il y a un islam qui est une réalité historique, très ancienne, profondément enracinée dans la réalité nigérienne, et qui est essentiellement un islam soufi. On a été très bien reçus. J'étais avec le premier conseiller à l'ambassade de France, avec une anthropologue italienne qui en ce moment travaille pour l'ambassade de France également. Et nous avons été très très bien reçus par le cheikh qui dirige la confrérie Tijaniya à Kiota. Donc c'est l'essentiel, et c'est un islam qui n'est pas du tout guerrier, qui n'est pas du tout belliqueux, qui n'est pas l'islam de Daesh, tout le contraire. Et on a aussi, alors là je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un peu compliqué, mais nous avons aussi au Niger un certain nombre de sectes qui sont des sectes fondamentalistes, tantôt venus du Nigeria, tantôt venus du Pakistan, certaines financées par les Saoudiens, comme beaucoup de choses en ce bas monde, en tout cas jusqu'à maintenant. Mais la caractéristique de la plupart de ces groupes
religieux, fondamentalistes, c'est qu'ils ne veulent pas de terrorisme. Ils sont contre l'action terroriste, avec une ambiguïté pour l'un d'entre eux. Il y a un doute très sérieux qui plane sur l'un d'entre eux. Mais en général, l'islam au Niger est plutôt rebelle, hostile ou rebelle à l'action djihadiste et aux opérations terroristes. Et le fait est que ça vient essentiellement de pays voisins, soit Boko Haram, qui est vraiment une secte islamiste radicale, pure et dure, soit du Mali, où le djihadisme est également mêlé de pratiques mafieuses et de règlements de compte entre les Touaregs et quelques autres. Bon, il y a toujours de vieilles histoires qui sont recyclées dans les luttes djihadistes. Donc, l'islam au Niger n'est pas un facteur de dangerosité en ce qui concerne la déstabilisation du pays. Pas du tout, c'est plutôt un facteur stabilisant. Et en fait, quand on s'informe sur l'islam au Niger, quand on s'informe également sur le djihad, on retrouve ce que un de nos invités au mercredi de l'ANA nous avait expliqué il y a quelques mois, et Gabriel Martinez-Gros nous avait expliqué à partir d'Ibn Khaldoun que l'islamisme radical et la violence qui en découle venait de la conjugaison entre deux facteurs qui sont comme deux fils électriques, une prédication violente, mais qui reste prédication, parole purement verbale, tant que ça se déroule dans un lieu quelconque, mais elle devient effective, dangereuse, quand elle se mêle, quand elle se joint à un groupe armé. Ce que Ibn Khaldoun appelle une asabiya, c'est-à-dire un groupe de nomades, de bédouins au sens le plus général du terme, une tribu belliqueuse qui aime la guerre tout simplement et qui campe sur les confins d'un État ou d'un empire, etc. Et c'est la conjonction entre cette prédication fondamentaliste et ce groupe armé. C'est ça qui produit effectivement la guerre sainte, le djihad, tel qu'on le voit aujourd'hui, mais tel que la région du Niger et le Sahel en général l'a vécu à différents moments de son histoire, et notamment au XIXe siècle, avec la guerre du Mahdi, qu'on connaît parce qu'il y a le grand film, un grand spectacle, le Khartoum, où on voit justement les Anglais finalement se faire tuer par les mahadistes. Et c'est une insurrection qui a quand même duré pas mal d'années, mais qui s'est développée surtout au Soudan. Et même chose, avec quelqu'un qui est un prédicateur, qui se proclame le Mahdi, je crois le Rédempteur, et qui rassemble des groupes armés qui sont suffisamment pugnaces pour infliger quelques défaites aux Anglais. Et ça a été le cas également, alors là au Niger et au Nigeria, d'une autre prédication, c'est qui a donné le califat de Sokoto, qu'on connaît beaucoup moins ici, même pas du tout, mais il y a eu de bons livres écrits là-dessus, et au Niger on en parle, parce que le califat de Sokoto, c'est un saint prédicateur, Ousmane Danfodio, qui prêchait tout à fait pacifiquement qui a prêché pacifiquement toute une partie de sa vie, et puis qui s'est mis à dire, comme tous les autres prédicateurs fondamentalistes, qu'il fallait en finir avec les innovations dans l'islam, avec les mauvaises conduites, avec les mauvaises tenues, que les femmes ne se tenaient pas bien, et il a trouvé des gens armés qui ont trouvé que ce projet était très sympathique, et ils sont mis à massacrer et à perturber gravement la région jusqu'à créer un califat qui a duré quasiment jusqu'à la conquête britannique. Donc, quand des étrangers occidentaux, tout ça, demandent
aux autorités du Niger ce qu'ils pensent de Boko Haram. Il dit mais écoutez, c'est un problème effectivement qui est grave, mais c'est un problème interne. Nous en avons l'habitude de ce genre de choses. C'est pas du tout quelque chose qui tombe d'une autre planète. C'est pas le fruit de la modernité. C'est effectivement un des processus qui se développe dans certaines conditions dans notre pays comme dans d'autres. La jonction entre la prédication fondamentaliste et le groupe armé, c'est quelque chose qui a existé également en Europe au moment des guerres de religion. Qu'est-ce que la Ligue catholique? C'est la même chose. Hein. C'est un groupe qui, ça a été bien expliqué également par Gabriel Martinez-Gros et un certain nombre d'autres auteurs, c'est un groupe qui effectivement décide de mettre en application militaire les principes sacrés qu'elle défend. Donc voilà pour ce qui concerne l'islam. Donc très loin de ce qu'on peut dire ici, il faut que l'islam se réforme, etc. Mais bon, ça ne veut strictement rien dire dans la mesure où toutes les formes d'islam sont des formes réformées d'un texte littéral qui a toujours été interprété de différentes manières, et notamment sur le plan littéral par les wahhabites qui disent le texte dit ça et c'est écrit comme ça, mais c'est là encore une interprétation. Bon. Dernier point, qui intéresse particulièrement un royaliste, bien sûr, c'est la relation entre le pouvoir politique et les autorités traditionnelles. Effectivement, le Niger est une république, je dirais, normale, moderne, avec une constitution qui ressemble beaucoup à la constitution de la Ve République, avec une déclaration de principe des droits de l'homme, avec un président de la République, un Premier ministre, un gouvernement, un parlement, etc. Voilà. Donc tout ça, c'est le modèle normal d'un gouvernement démocratique. Mais dans la Constitution, les autorités traditionnelles sont reconnues. Alors qu'est-ce que c'est ? Les autorités traditionnelles, ce sont les chefs de village qui sont élus depuis toujours, les chefs de canton, création du colonisateur français, et les sultans, qui sont également des autorités qui viennent de l'histoire, plus ou moins. C'est ça qui est intéressant, c'est que la tradition et la modernité sont mêlées dans ces autorités traditionnelles. Les chefs de village, ça ne change pas, ce sont effectivement des villageois qui se font élire. Et ça s'est toujours passé comme ça. Les chefs de canton, comme le nom l'indique, c'est l'armée française qui a trouvé bien, qui a respecté les autorités traditionnelles en général, c'était les instructions du ministère, mais qui a voulu faire des sortes de départements, dont on a créé des chefs de cercle pour l'armée française, et également des cantons qu'on a confiés à des chefs traditionnels. Et ce système s'est maintenu naturellement. Les chefs de canton, j'en ai rencontré un l'année dernière, son canton, il est au Niger et puis un peu au Nigeria. Bon, voilà. Donc on ne respecte pas des limites, d'ailleurs, qui avaient énormément bougé avant la période coloniale. Ces chefs de canton ont un rôle de médiation, qui est très important. Ce sont des médiateurs sociaux. Ils règlent tous les petits conflits. Conflits de voisinage, conflits familiaux, conflits de toutes sortes, petits vols à l'étalage, chapardages divers. Tout ça, ça ne va pas à la gendarmerie, ça reste au niveau du chef de canton qui règle cela selon le droit de chacun. Selon le droit musulman, selon le droit chrétien ou selon la tradition animiste. Et donc, il y a des systèmes de médiation qui permettent d'arranger les choses. Les sultans il y en a 5 au Niger, sultan de Gao, le sultan de l'Aïr, c'est-à-dire autour de la région d'Agadez, le Sahara, sultan de Dosso à la frontière du Nigeria, sultan de Maradi également pas loin du Nigeria, sultan de Zinder, qui a été la capitale du Niger au temps des Français, et on avait abandonné parce que le pays n'était pas vraiment sûr. Alors on a mis la capitale à Niamey. Donc il y a 5 sultans.
J'en ai rencontré deux, le sultan de Dosso et le sultan de Zinder. J'ai vu le sultan de Zinder à Niamey, parce qu'il est difficile d'aller à Zinder, on ne peut pas y aller par la route, c'est dangereux, donc il faut prendre un avion, j'avais pas beaucoup de temps. Et heureusement, il est venu à Zinder et j'ai pu m'entretenir avec lui. Et nous sommes allés, avec l'ambassade de France, nous sommes allés à Dosso, voir le sultan de Dosso et passer une matinée avec lui. Et alors là, on se trouve effectivement devant ce qu'on appelle vraiment une autorité traditionnelle, c'est-à-dire que au sens de l'autorita dont nous avons souvent parlé au mercredi de Lanard, une autorité à caractère symbolique, mais qui n'en est pas moins effective. Et autant le sultan de Zinder est d'une dynastie qui remonte au moins au XVIIe siècle, le sultan de Dosso, c'est une dynastie qui remonte à la colonisation. Et là, bon, Edwy Plenel ne serait pas content, mais l'arrivée de l'armée française au Niger a été en fait exploitée et manipulée dans le cadre de la région de Dosso et des Hermas par un garçon habile qui s'appelait Aouta, qui était le fils d'un sultan, mais il n'était pas dans la lignée du gouvernement. Il y avait un autre sultan qui était là, et il s'est servi de l'armée française pour régler des comptes avec les tribus du coin et pour se tailler un petit royaume, pour le gérer efficacement en prélevant des impôts, etc. Et pour finalement écarter le sultan qui était en place et donc prolonger à sa façon sa dynastie. Donc on a un processus extrêmement classique, mais dans laquelle l'armée française y a trouvé son intérêt aussi, puisque c'est quelqu'un qui l'aidait à conquérir le pays, mais lui-même s'est beaucoup servi de l'armée pour organiser son pouvoir. Et ensuite, après la période coloniale qui ne s'est pas bien passée, il y a eu des massacres terribles qui ont été faits par une colonne française dont le chef avait manifestement perdu l'esprit, qui s'est mis contre toutes les instructions données, tous les ordres donnés, à massacrer des villages entiers. Et finalement, il a tiré sur d'autres éléments de l'armée française. Ça a été une catastrophe dont le pays se souvient. Mais après la colonisation, on a gardé le Niger, à la différence de la Guinée, à la différence du Mali, le Niger a gardé ses autorités traditionnelles, dont le sultan de Dosso fait partie. Alors, il a un rôle religieux qui est certain, et il peut justement éviter que des gens un peu trop excités viennent prêcher sur son territoire. Bon. C'est donc quelque chose de stabilisant, de pacifiant, et il a également un rôle de médiateur social. Quand nous y étions, ce vendredi-là, il y avait une cour de justice et il recevait un couple qui était en instance de divorce. Ce couple s'était présenté devant le juge normal, le juge de l'État, représentant l'État du Niger, l'État nigérien, mais il y avait un problème concernant la dot et il venait plaider devant le sultan pour qu'il règle l'affaire. Donc ils se sont présentés devant lui. J'étais à côté du sultan et le premier conseiller était de l'autre côté. Nous avons assisté à l'audience donnée par le sultan avec sa cour, parce qu'il a une cour avec un certain nombre de personnages qui ont des fonctions symboliques. Avant d'aller à Dosso, on avait dîné avec le ministre de la guerre du sultan, qui est d'ailleurs un ancien colonel de l'armée du Niger, et il y a le maître de la terre, etc. Il y a un certain nombre de fonctions, et la cour est rassemblée autour du sultan et participe à la délibération. Et là, en fait, l'affaire a été renvoyée au juge de l'institution judiciaire, en lui demandant s'il acceptait de renvoyer à nouveau le couple devant le sultan pour qu'il règle l'affaire. Mais le sultan n'a pas voulu se prendre une décision à portée judiciaire sans l'accord du juge. Donc il y a une relation qui est souple, mais qui est certaine, et qui
a l'air de bien fonctionner entre le pouvoir judiciaire tel qu'il est comme émanation du pouvoir politique et le sultan, l'autorité traditionnelle du pays. Et c'est ainsi que ça se passe pour un certain nombre de questions. J'ajoute que, et là encore, ça ne fera pas plaisir à certains, c'est que le souvenir de la colonisation est complètement assumé et pas nécessairement de façon négative. Au contraire, le sultan de Dosso a tenu à nous montrer, le sultan a 95 ans, il a tenu à nous montrer le portrait de son père, qui est dans la lignée des sultans, et qui est décoré de la Légion d'honneur, de la Croix de guerre, car il a été le premier lieutenant nigérien de l'armée française, et il a combattu au chemin des Dames. Et ça, dans l'histoire de la famille du sultan, c'est quelque chose qui est très important. Le sultan lui-même est décoré de la Légion d'honneur, comme le sultan de Zinder, et ce sont des choses qui sont extrêmement importantes. J'ajoute que les sultans, comme les chefs de canton, sont en général des personnes qui ont occupé de très hautes fonctions politiques, administratives, ou dans les institutions internationales. Le chef de canton que j'avais rencontré l'année dernière est quelqu'un qui avait travaillé à la Banque mondiale. Donc il venait dans son canton, régler ses affaires de voisinage, etc. Mais on a parlé de questions monétaires, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé aussi du général de Gaulle, on a parlé du comte de Paris, on a parlé de choses vraiment importantes. Mais il avait une vision mondiale, une excellente connaissance de la France, et également il était totalement inscrit dans la société traditionnelle de son pays. Le sultan de Dosso, c'est la même chose. C'est un pharmacien, il a fait des études de pharmacie, il a également des vues sur le développement de sa région, et des vues extrêmement précises en matière de développement économique, de développement social. Donc, ce ne sont pas des résidus archaïques de l'histoire, du passé, etc., qu'on conserverait comme ça pour le plaisir. Ce sont des gens qui jouent un rôle extrêmement important dans la stabilité du pays, qui est en fait, et c'est par là que je vais conclure, le Niger est intéressant parce que c'est un État national qui a dépassé le stade post-colonial. On en parlait avec quelques amis au Conseil national qui connaissent bien l'Afrique. Il y a un certain nombre de pays qui sont passés au-delà, n'est-ce pas? Ils ne sont plus dans cette relation avec un pays comme la France qui serait considéré comme l'ancien colonisateur. C'est autre chose, on a dépassé ce stade. C'est ce que nous disait il y a quelques années également au mercredi de la NAR l'ancien Premier ministre de Centrafrique, Jean-Paul Ngoupandé, qui nous disait que, après tout, la colonisation, c'est 60-80 ans dans l'histoire de l'Afrique. L'histoire, elle est pluricentenaire, elle est millénaire, elle est comme la nôtre. Sarkozy a dit que l'Afrique n'était pas rentrée dans l'histoire, c'est une plaisanterie. Il y a des royaumes, il y a des empires, il y a comme je vous le disais, des relations commerciales, économiques, le marché de l'or, etc., religieuses. Tout cela, c'est une histoire, même si nous ne la connaissons pas, ça n'empêche pas cette histoire d'exister. Donc le Niger est effectivement un État national qui a passé le stade post-colonial et qui a ce système de médiation qui est celui des autorités traditionnelles, celui des autorités religieuses, effectivement, ces confréries soufis, et qui également existe en tant qu'État national moderne avec les problèmes et les conflits de tout État national moderne. Voilà pourquoi je me suis intéressé à ce pays dans lequel je vais peut-être revenir puisqu'il est question que j'aille présenter mes respects au sultan de l'Aïr à Agadez dans quelques mois. Merci beaucoup.